sur la qualité logicielle. Aujourd'hui, j'essaie de commencer par un rappel sur ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Et durant toutes les premières séances, notre objectif était de comprendre c'est quoi la qualité logicielle. Toujours on pose la question, qu'est-ce que la qualité logicielle? Et parmi les définitions, que je dis que c'est une définition très complète, c'est la définition d'une compilation de Swebook qui parle que la qualité, c'est le degré avec lequel un produit peut satisfaire les besoins explicites et implicites des parties prenantes dans des conditions spécifiques. Et pour arriver à ce stade-là, on doit prendre en considération la qualité sur deux aspects, sur deux piliers. C'est le processus et le produit. Et jusqu'à aujourd'hui, durant tous les chapitres qu'on a traités, on est en train de discuter la qualité dans quelle fashion jira. On est en train de discuter la qualité dans quel sens. Il y a donc sur quelle facette. Processus au produit. Produit. On est en train de discuter la qualité sur le produit. Et dès les premières séances, on parle sur les modèles, critères, facteurs et métriques, et dans l'ensemble des métriques, on s'était focalisé juste sur les métriques produits. Les métriques produits, c'est tout ce que nous avons vu en métriques de logiciel. Métriques de ligne de code, la complexité cyclomatique, complexité de hosting, les métriques qui sont spécifiques à l'orienté objet, et aussi les métriques de l'attractivité et de l'instabilité. Tout ça, ce sont des métriques liées au produit. Et dans ces métriques, nous avons essayé de faire des simulations, des essais sur des outils d'analyse du code, à savoir SonarQube. Mais on n'a jamais discuté le processus comme étant un élément, un pilier de la qualité logicielle. Aujourd'hui, on va discuter le processus de développement. C'est quoi le processus de développement? Quelle est l'importance tout d'abord d'avoir un processus de développement et quels sont les différents types de processus? En fait, un processus de développement, c'est lorsqu'on parle d'une méthodologie. Processus de développement, c'est on discute de la méthodologie. Il faut y avoir une méthodologie. Si vous n'avez pas une méthodologie pour le développement, oui. Donc, si vous travaillez sans méthodologie, c'est comme si vous êtes en train de construire une maison, pardon, en commençant par le toit. Travailler sur méthodologie. Je conseille de construire une maison en commençant par le toit. Est-ce qu'il est logique d'abord d'avoir un deux gens? Oui. Ah, c'est logique. La première chose, avant de commencer votre développement, vous devez spécifier quelle est la méthodologie qu'on va suivre et pourquoi on va y avoir des méthodologies. La méthodologie, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, des étapes et surtout des bons pratiques qui permettent de structurer le projet du début jusqu'à la fin. Et dès que le projet généralement dépasse quelques fonctionnalités simples, je développe un projet avec plus de fonctionnalités, là ça devient difficile à le gérer. Et sans méthodologie, vous serez
largement perdu. La méthodologie, c'est une boussole qui vous guide, qui va vous permettre de se guider afin d'atteindre votre objectif. Sans méthodologie, sans approche méthodologique, donc vous allez avancer en hasard. Au hasard. Pas de vision. Parce que vous allez oublier des fonctionnalités essentielles. Et parfois vous allez perdre du temps à des fonctionnalités qui ne sont pas essentielles. Par exemple, vous allez passer 3 semaines, 4 semaines juste pour faire le design des interfaces. Quelque chose qui n'est pas vraiment utile, pas vraiment important pour le client. Par contre, avec les méthodologies, on sait dès les premières itérations, dès les premières semaines, on sait très bien l'objectif qui est clair dès le départ. On connaît quelles sont les valeurs prioritaires, on peut détecter les problèmes plus tôt et on peut, dès les premières semaines, livrer des produits avec une valeur. Et ça, c'est très important. Imaginez que vous allez développer une application de vidéo streaming. Spotify ou pour des vidéos. D'accord? Là, ce genre d'application, si vous voulez la développer, par quoi vous allez commencer? Si vous voulez développer une application de type Spotify, de streaming des vidéos, par quoi vous allez commencer? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le backend ou l'interface? Le maquette? Conception? Ouais, quoi alors? Sans voir déjà la cible, est-ce que mobile ou bien desktop? Là, vous êtes en train de poser beaucoup de questions. Tout d'abord, les fonctions fixes. Quelle est la méthodologie qu'on va faire? Quelle est la méthodologie qu'on va suivre? En effet, sans méthodologie, tu ne peux pas faire des semaines de back-end qui est inutile, des semaines en front-end sur les interfaces qui sont inutiles. D'accord? Et parfois, tu es obligé, soit tout refaire, ou bien c'est inutile carrément. Mais avec les méthodologies, on peut au moins poser la question quelles sont les priorités pour cette application? Quelles sont les fonctionnalités importantes? Par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'utiliser? Mais ce sont des réponses à des questions qu'on les pose si on a déjà une méthodologie. Une bonne méthode permet d'éviter les erreurs qui sont généralement coûteuses et accélérer la livraison et bien sûr accélérer la livraison d'une valeur réelle. Réelle pour l'utilisateur utilisable. En développant les cycles de vie STL, cycle de vie logiciel, et là on a fait la première séance, on a les cycles de vie logiciel. Les premières séances. Donc, on va les voir en avancement, on va discuter ça en détail. La première étape du cycle de vie, c'est la spécification. Puis, le développement, la validation et l'évolution. 4 étapes, généralement dans le cycle de vie. Spécification, développement, validation et évolution. Spécification a pour objectif de répondre à ces questions que vous avez dites tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut développer? Qu'est-ce qu'il a besoin le client? Quelle est la cible? Quelles sont les fonctionnalités? Il consiste à comprendre, formaliser et documenter le système. Et a pour objectif d'identifier les différentes exigences fonctionnelles, mais aussi ce qui est non fonctionnel. La rapidité de l'application, la fiabilité de l'application, la portabilité de l'application, c'est différentes exigences non fonctionnelles. Si on échappe cette étape, on risque de développer un logiciel inutile, ou bien mal adapté, c'est-à-dire qu'il ne répond pas vraiment aux besoins du client. Ça engendre
des coûts supplémentaires pour la modification. Et aussi, ça peut causer un échec carrément du projet. Après l'étape de spécification, on peut commencer le développement. Ça vient l'étape de développement. Le développement, c'est la réponse à la question comment on va concevoir, comment nous allons coder ce projet. C'est de transformer les exigences à un système exécutable. D'abord, développement. Je transforme les exigences à un système exécutable qui va être tourné. Et le développement se déroule avec deux étapes. La conception et l'implémentation. La conception, c'est tout ce que vous connaissez. Conception de l'île, l'architecture, les diagrammes de classe, les diagrammes de cas d'utilisation, tout ce que vous connaissez. L'implémentation, c'est le codage pur. Le codage, les classes, les algorithmes, les modules, tout ce qu'on fait côté codage, soit que ça soit front-end ou bien back-end. Les étapes clés pour le développement, c'est conception architecturale, MVC, par exemple, MVP, microservices. Conception détaillée, les classes, les méthodes, les algorithmes, les modules, et aussi le codage. Là, je suis en train de coder mon système. Et dans cette étape, on peut livrer des produits, des couches de produits logiciels, mais de la documentation. Comme quoi, comme les diagrammes de classe, les diagrammes d'humains, tous les diagrammes d'humains que vous connaissez. Le code source qui doit être bien structuré, mais aussi de la documentation liée au code. Si je travaille avec Java, je peux générer le Java doc, la documentation de Java. Et là, quelques bonnes pratiques, ce qui est lié à ce que nous avons vu dans les premiers chapitres, les bonnes pratiques, enfin, choisir le nom des variables, doit être lisible, ajouter des commentaires, utiliser les principes de développement des bonnes pratiques solid, MVC, pas de code mort, pas de duplication, ainsi de suite. C'est beaucoup de bonnes pratiques. Troisième étape, c'est la validation. On parle de la validation qui permet de répondre à cette question: est-ce qu'on est en train de développer le bon produit ou pas? Et est-ce qu'on est en train de développer le produit correctement? Deuxième question. La validation, c'est vise à s'assurer que le logiciel répond aux besoins réels du client. Il permet d'être évalué avec deux aspects: validation et vérification. La validation et la vérification. La vérification, c'est en répondant à la question: est-ce qu'on est en train de construire le produit correctement? Au chercher les euros, est-ce qu'on est en train de le faire correctement? Et la validation, est-ce qu'on est en train de développer le bon produit ou pas? Deux choses qu'on essaie de voir. Et ces deux choses, on peut les répondre en utilisant les besoins du client, les besoins pour faire la validation, et le cahier de charge pour répondre à la question de la vérification. Et quelques documents typiques pour cette phase, c'est le plan de test, les rapports des erreurs, le cahier de spécification, les démonstrations du client. Tout ça, ce sont des documents qu'on utilise pour prouver que nous avons vérifié et validé notre logiciel. Dernière étape, c'est la maintenance. La maintenance, c'est l'étape auquel on essaie de répondre à la question: comment nous pouvons évoluer notre programme, le logiciel. Et dans cette étape, généralement, c'est la plus grande étape de cycle de vie. Il y a des capteurs de pour évoluer le programme. Et cette évolution peut être
de trois façons. Corrective, adaptative ou préfictive. Corrective, c'est très simple. Je vais dire la corrective. C'est corriger, c'est la correction des deux. Adaptative, c'est améliorer en version. J'ai développé avec Java 8, Java qui est la Java 23, je vais améliorer la version de Java que j'ai utilisée. D'accord? On a utilisé les bases de données MySQL par exemple 5, on vous demande de migrer vers la version 8. Donc on va monter en version. Mais la préfictive, ça y est, c'est le plus répandu et peut-être modèle. La préfictive, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est d'améliorer la structure du code. Vous vous rappelez bien, avec un projet d'addition de biblio, un projet qui tourne, fonctionnel, d'accord? Mais je vous ai demandé de faire une maintenance. Cette maintenance, c'est une maintenance préfictive, en améliorant la structure du code. Vous utilisez WhatsApp, d'accord? Quelle est la version de WhatsApp que vous utilisez actuellement? Quelle version est la fidèle? 4, 3, ouais? Version de WhatsApp est quelle maintenant? C'est 2,24. Deuxième. Est-ce qu'il y a une différence entre la version 2 et la version 1 de WhatsApp? Il y a une différence. Les fonctionnalités. Là. Les fonctionnalités, toujours, c'est la même. L'interface, oui. Les fonctionnalités, regardez les mêmes fonctionnalités. Structuration aussi. La structuration. L'essai d'améliorer la structuration du code en arrière-plan, pour donner une meilleure expérience à l'utilisateur. La plupart, Word, vous connaissez Word? Toujours Word fait la même chose. On a un aide. Mais toujours il y a une amélioration de la structure du code. Et ça, c'est une maintenance prédictive. La maintenance prédictive a pour but d'améliorer la maintenabilité, la lisibilité, la modulabilité, la performance du système. Et sans changement concret des fonctions. Ces différentes étapes, spécification, développement, validation et évolution, on peut les organiser comme on veut, en fonction des modes qu'on utilise, ou bien du modèle qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un modèle basé sur les processus, ou bien un modèle agile? Basé sur les processus, c'est-à-dire ces 4 étapes, spécification, développement, validation et évolution, vont être exécutées une après l'autre suivant le processus de mobile. Ou bien, je peux les traiter d'une façon agile, بمعنى ندير spécification, le développement, on a abordé la spécification, je vais retourner vers le développement, de le développement, je peux faire la validation, ainsi de suite. Je ne suis pas figé avec un système. Donc là, la différence entre les deux. Et généralement, on peut avoir 3 types de modèles de processus logiciels qui peuvent être représentés comme étant des processus paradigmes, génériques. Le premier, c'est le modèle en cascade. Vous le connaissez? Oui. Le modèle en cascade, oui, c'est très reconnu, très célèbre. Un modèle classique. C'est le plus classique. Et le plus ancien, d'accord? Il a pour but d'avoir les étapes une après l'autre, des escaliers. Et c'est un modèle, un processus basé sur le plan. Oui. Sinon, on peut y avoir l'incrémental. Intéressant. C'est entre agile et basé sur le plan.
on développe avec des incréments, ou bien l'intégration et configuration. Donc, dans la suite, je vais me focaliser sur ces trois modèles et on va essayer de les discuter chouïa b'chouïa. Le modèle en cascade, c'est le plus ancien, plus traditionnel. Il permet d'organiser les différentes phases de développement. Les quatre, les hadarna alayhom, d'une façon séquentielle. En commençant par spécification, conception, implémentation, test et maintenance. Avec une particularité importante, on ne peut pas passer à l'étape suivante si on n'a pas entièrement fini la précédente. Bimena, je ne peux pas passer à la conception que lorsque je termine les spécifications. Je ne peux pas commencer l'implémentation que si je termine la conception. Je termine tous les développements nécessaires à ce moment-là que je peux commencer les tests. Et la maintenance, c'est la dernière étape à faire. En plus, je n'aurai pas la possibilité de revenir en arrière. J'ai fait les spécifications, j'ai commencé la conception, j'ai oublié une fonctionnalité que je n'ai pas spécifiée. Je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Ça, c'est un inconvénient. Donc, le schéma suivant représente la structure d'un modèle en cascade qui va aider les escaliers. Étape après étape. D'accord? En commençant par l'analyse des spécifications et définition des besoins. Et là, le livrable, c'est le cahier de charge. Donc, on suit une conception des systèmes et logiciels. Et là, les différentes documentations sur la conception. L'implémentation avec les tests unitaires. Oui, on développe et on teste. Et on peut y aller vers les tests d'intégration pour intégrer les différents composants. Et finalement, c'est l'opération de maintenance. Pour chaque étape, on a de la documentation à générer. Voilà, c'est très important. Ce système a pour avantage d'avoir une documentation exhaustive. Et maintenant, chaque étape, tu dois livrer la documentation libre. Pour chaque étape, il y a une liste de documentation que tu dois livrer. Mais tu ne peux pas passer à l'étape suivante si tu n'as pas répondu, si tu n'as pas justifié l'ensemble de cette documentation. Mais elle représente des inconvénients. On ne peut pas revenir en arrière en cascade. Le client doit attendre jusqu'à la fin dans l'ensemble du cycle de vie pour avoir un feedback. Ou ça peut donner un feedback comment il est tardif. Et est-ce que le client c'est un peu trop tard d'avoir son feedback. Et peut y avoir des risques sur l'échec des projets. Et aussi, les exigences doivent être stables. Il n'y a pas de changement. Est-ce que vous pouvez développer un système avec le cascade? Est-ce qu'on peut développer un système en cascade? Là. Ouais? Ouais? Mais il a quand même des avantages. Ça va les inconvénients dire. Ça, c'est un inconvénient majeur. C'est un inconvénient pour un contexte. C'est par exemple le PSE comme la PFA. Mais que je veux dire maintenant, j'apprends l'arrière. Ça ne marche pas pour moi. D'accord? Mais par contre, c'est l'un des modèles qui sont robustes à utiliser dans les systèmes critiques, développement des systèmes à base critique, des systèmes temps réel, mais aussi dans les très grands projets. Maintenant, il y a un système de freinage dans une voiture. Mais que je développais et pour avoir la certification, tu as un ensemble de documentation que tu dois générer. Donc, l'idéal, c'est en cascade.
cascade, c'est excellent pour les systèmes critiques, mais pas pertinent pour la majorité des opérations d'applications logicielles modernes. C'est pour cela qu'on peut y avoir un autre modèle, à savoir le modèle de développement incrémental. Ce modèle, il base sur les itérations. On peut développer avec des itérations. C'est-à-dire, on développe morceau par morceau. Chaque incrément, on ajoute des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités doivent être intégrées et testées progressivement. Au contraire du modèle en cascade, ici, on ne va pas y attendre jusqu'à la fin dans l'ensemble des cycles de vie, mais par contre, on va, dès les premières itérations, les premiers incréments, on peut livrer quelque chose de concret pour le client. Et l'application, au moins avec le minimum possible. La figure suivante illustre l'architecture du modèle développement incrémental. On fixe l'ensemble des spécifications. Et ce cahier de charge, c'est l'initial. Et on peut le raffiner, les spécifications à développer en premier lieu, développement, validation, avec une répétition en itération. Et pour chaque itération, je peux livrer une version. Première itération peut donner la version initiale du projet. Avec la répétition de spécification, développement, validation, je livre des versions intermédiaires. Et vers la fin, je peux livrer une version finale du projet. Ce type, ce modèle, représente des phases qui sont entrelacées. Ce n'est pas la même chose que le cascade. Maintenant, on a les étapes entrelacées. Ça veut dire wahda, permettre d'exécuter, après l'autre, il peut revenir en arrière. Cycle sur amélioration continue. Pourquoi c'est un cycle avec amélioration continue? Alash. Oui? Si je livre au client une première version, qu'est-ce que je répare? Des feedbacks. Des feedbacks. Et ces feedbacks vont me permettre de faire quoi? D'améliorer, changer. D'améliorer la partie de spécification pour les prochaines itérations. C'est pour cela qu'on dit que ce système permet d'avoir une amélioration continue. Le fait de livrer au client des premières versions, ça permet de donner quoi? Feedback. J'aurai un feedback du client. Et ça, c'est aussi très important. Et le cahier de charge initial, c'est un cahier de charge de départ, mais n'est pas figé. Ce n'est pas la même chose que le cascade. En cascade, le cahier de charge initial, c'est final. On ne peut pas le modifier. L'incrémental, non. Ce cahier de charge, je peux l'améliorer au fur et à mesure des feedbacks du client. Ce type permet de représenter beaucoup d'avantages quand même. Je parle par la réduction du coût de modification. Et là, suite au feedback du client, suite aux livraisons incrémentales, il n'y aura pas de feedback. Il n'y aura pas un coût élevé de la modification. Je peux y avoir de feedback fréquent des clients et aussi une livraison rapide avec des valeurs. Et là, ça permet de réduire largement le risque de l'échec. Par contre, c'est un processus moins visible. Pourquoi c'est un processus moins visible? Oui? Pourquoi c'est un processus non visible?
C'est un processus non visible parce que Le feedback du client ne peut pas être sûr. Est-ce qu'il va accepter le produit ou bien il va demander des non, changements? on peut avoir en fonction des feedbacks de clients. Mais le problème c'est quoi? On ne peut pas documenter toutes les versions. Mais une question qu'on a besoin de documenter, d'accord? On perd le contrôle du système à cause de la non-documentation. C'est un inconvénient majeur. En fait, on a besoin de plus de temps et d'argent pour la refactorisation. Et là, parce que chaque fois que vous ajoutez un imprimant, vous devez refactoriser le code, modifier, ensuite. Là, ça fait perdre de temps et d'argent. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, ça devient plus difficile à l'intégrer dans un système, il devient de plus en plus complexe. Oui? Le troisième modèle, je parle, c'est le modèle de l'intégration et configuration. Son objectif, c'est faire l'assemblage au lieu de développer à zéro. Avez-vous déjà travaillé sur un modèle, sur un projet de ce genre? Ou bien sur un modèle de développement de ce genre? Vous faites l'assemblage que le développement. Non? Jamais? Qui peut me donner un exemple d'un système développé avec l'intégration et configuration? Oui? Le bootstrap, non? Pardon? Le bootstrap. Bootstrap, qu'est-ce qui permet de faire? Déjà des composants qui sont déjà configurés, déjà développés, on fait juste l'assemblage des composants. Tout à fait raison. Oui. Un autre exemple. Si vous voulez développer un site web, qu'est-ce qu'on fait? Développer un site web? Acheter des WordPress. Et avec les templates qui sont dans ce champ, c'est l'intérieur. Tu ramènes et tu intègres. Tu fais l'intégration et la configuration. Tu ne développes pas à zéro. On ne développe pas from scratch, mais on configure des composants. Et là, on peut y avoir trois types. Soit des systèmes avec code, les SAP, WordPress, Odoo, ce sont des systèmes prêts, on essaie juste de le configurer. Ou bien, ce sont les bibliothèques et les frameworks, comme Bootstrap, comme Spring Boot, comme Angular, comme Node.js, et te donnent beaucoup de fonctionnalités prêtes. Quelques configurations, ainsi de suite. Et je peux par exemple utiliser les web services. Je veux développer une application avec une localisation GPS. Je ne vais pas développer la partie de localisation GPS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'API de Google pour ça marche très bien. D'accord? Ça s'appelle l'intégration et configuration. Les étapes d'intégration et configuration commencent tout d'abord par la spécification. Toujours. Je liste l'ensemble des spécifications. Dès qu'on se met d'accord sur les différentes spécifications, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais chercher, est-ce qu'il y a un système qui permet de répondre à ces spécifications d'une façon entière. Et maintenant, et là, je vais avoir un logiciel pour la gestion des cours. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Un logiciel pour la gestion des cours. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Voilà, vous le connaissez. Oui? Vous connaissez le modèle. Modèle Schnell. Logiciel pour la gestion des cours. D'accord? Modèle tout le monde utilise. Mais on ne le développe pas. Je t'aime le lire. Tout le paramétrage et la configuration. D'accord? Donc là, vous allez proposer un ensemble de systèmes. Mais vous devez faire l'évaluation de ces systèmes. Est-ce qu'ils sont open source? Est-ce qu'il est adaptable avec le système d'exploitation? Est-ce qu'il nécessite une architecture matérielle précise? Donc beaucoup de questions qu'on essaie de répondre pour avoir l'évaluation du système. L'étape suivante, c'est
on doit, en fonction de ces deux étapes, on doit réajuster les besoins et les spécifications. On chauffe les besoins et les spécifications à nouveau. Puis, j'ai trouvé une application qui répond à l'ensemble des spécifications, je peux configurer cette application. Sinon, j'ai besoin des composants, je peux récupérer des plugins et je les ajoute et je peux les adapter. Mais au cas où je n'ai pas de plugins et je n'ai pas de composants fonctionnels, je peux dire je dois les développer ces composants. Je dois les développer et l'intégrer dans mon système. Donc je passe, ça c'est juste l'explication, vous pouvez les lire à titre reposé. Donc ce système présente des avantages, permet de réduire les coûts et les risques, vu qu'on ne développe pas à zéro, et dès les premières semaines, je peux y avoir une livraison rapide. Et représente des limites, c'est qu'on peut avoir ce développement avec un compromis sur les exigences, mais aussi ça risque de perdre le contrôle et on devient dépendant des composants. On dépend des composants que nous avons utilisés, que nous avons adaptés. Ces trois méthodes en cascade, c'est de la traçabilité, mais une inflexibilité au changement. L'incrémental, un feedback rapide, mais avec un manque de visibilité et de documentation faible. L'intégration et configuration, c'est rapide, très économique, mais on devient dépendre des composants. À votre avis, si vous voulez développer votre projet de stage, laquelle des méthodes vous allez choisir? Cascade, l'incrémental, l'intégration et configuration. Je ne dire. C'est-à-dire, ça dépend du projet. Comment? Si je repose la question, vous avez déjà fait une expérience de développer un projet l'année dernière, de tous les projets, le stage par exemple, laquelle des méthodes vous avez utilisées? Scrum. Et non, ده في Scrum. كاين شنو علاش كاينه سي méthode Scrum c'est une méthode agile. D'accord? C'est de l'incrémental presque. C'est l'incrémental qui a des règles. D'accord? Mais les autres, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode? Cascade. Vous avez utilisé cascade, ça veut dire que vous avez les spécifications et les charges claires. Mais le oui. C'est pour les charges claires. C'est vrai. Type de projet? En fait, on pratique. Voilà,
configuration. Bon, pour réduire l'intégration, configuration sur un certain catégorie. On cascade parfois des. Il y a pas on cascade surtout si tu veux. Travailler beaucoup avec la documentation. Mais généralement, c'est un mix entre les différentes méthodes. En effet, avec 3 méthodes, il y a quoi de ceci qui les calculs. C'est quoi? C'est comment on peut faire face au changement. Dans votre cas, il y a gagné comme étudiant qui est la fonction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le changer. Oui, c'est autre chose. En effet, ces étapes permettent de résoudre le problème. Voilà qui ne résout pas, vraiment. Lèche, parce que, d'après des études qui ont été faites, c'est 70% des projets qu'on est un échec. Ok, lèche. C'est la mauvaise gestion des exigences changeantes. Le client peut changer d'avis. Il faut changer en exigence. Et généralement, les entreprises n'arrivent pas à gérer avec le changement. C'est pour cela que la majorité des cas, les projets, on connaît des échecs. Il est pratiquement en fait impossible de produire l'ensemble des exigences logicielles qui sont stables. Mais il ne peut jamais appeler quoi? Il faut stable de tout. D'où la question, comment on peut développer un logiciel alors qu'on ne sait même pas changer les besoins fonctionnels à l'avance. On ne sait même pas quels sont les différents besoins fonctionnels à l'avance. Tu peux répondre à la question? Tu peux répondre à cette question? Oui? Pourquoi vous n'êtes pas suivi? Pourquoi vous n'êtes pas suivi? Oui? Oui. Voyons. Donc, la solution, c'est de travailler avec l'agilité. Et l'agilité, c'est une méthodologie qui ne néglige pas les changements, mais essaie de les faire avec, l'embrasser, sans les laisser tomber. Dans un modèle basé sur le plan, vous avez les 3 étapes. On peut faire des itérations, mais à l'intérieur d'étapes. Je fais les spécifications, je refais jusqu'à ce que je termine avec une spécification, un cahier de spécification bien déterminé. Puis, je peux passer au développement. Je refais le développement jusqu'à ce que je termine. Puis, je peux revenir avec un feedback très tard pour raffiner les spécifications. Par contre, en méthodologie agile, je peux avoir un aller-retour entre l'ingénierie d'exigence et développement et spécification. L'aller-retour. Spécification, développement. Spécification. Ça permet d'améliorer, de prendre en considération les différents changements qui existent. Si je veux développer cette application de vidéo, avec la méthode en cascade, première semaine, je vais commencer par l'analyse, les 3 premières semaines, puis faire le design de différentes interfaces, signe de calcul. Par la suite, développer l'ensemble des fonctionnalités avec le backend. D'accord? Et à la suite, je peux tester toutes les fonctionnalités que je développe. Et vers la semaine 16, je vais livrer au client, à la tête du client, pour voir. Et sûr et certain,
le client, à ce stade, il va me dire des surprises. Par exemple, là, il me dit, bon, ouais, en fait, les utilisateurs veulent surtout pouvoir regarder des vidéos en ligne. Et l'interface, elle est trop chargée, trop complexe. C'est un feedback que vous allez le recevoir après combien de temps? 16 semaines. 16 semaines. Et maintenant, 16 semaines de travail perdu. En termes de temps, argent. Imaginez que vous faites des stages directs, des PSO directs, Non, pas sur ces malades, après gagner chez les boys. 16 semaines. Vous avez le stage direct, 3 mois, 4 mois, au maximum. Déjà, tu as perdu 1 mois, 2, 4, 3 mois de oui. Donc là, c'est de l'agilité. Ça, c'est de l'agilité. Et ça, c'est le rôle de l'agilité avec les itérations. L'agilité, c'est un développement itératif et incrémental. Je ne sais pas pourquoi je lui montre des exemples à Belgique. Je lui montre des exemples à Belgique. Ça prend pas beaucoup de temps. Comme ça, on est sûr de C'est une méthodologie qui s'appelle le développement avec le prototypage. On fait le développement avec prototypage. D'accord? Mais attention, avec le prototypage, je n'en sais rien. Il faut que j'attende 2 semaines, 3 semaines pour me ramener un prototype. Je vais avoir le prototype. C'est moi qui dois lui donner le prototype. Et là, en tant que développeur, tu vas ramener au client le prototype. Achetez-moi le prototype. C'est quoi le prototype? Un exemple. Un exemple de quoi? L'interface. De l'interface. Donc, je devais regarder l'exemple de l'interface. 3 semaines. Par contre, avec les 3 semaines, si tu l'as bien géré, tu peux donner un produit fonctionnel. Un morceau fonctionnel. Un morceau fonctionnel. C'est le rôle de l'agilité. Le rôle de l'agilité, comment on peut produire rapide, fonctionnel, bref, deal. D'accord? C'est-à-dire quand on parle sur le produit final, normalement c'est un MVP. Ça c'est sur le MVP. Minimum variable product. Ça veut dire, là tu as obtenu un produit avec le strict minimum de fonctionnalité, mais qui tourne. Qui tourne. Mais c'est un prototype. Un produit qui tourne, que je peux l'utiliser. Mais avec le minimum de fonctionnalité. Et si je veux demander de faire d'amélioration, on peut les faire avec faire des mesures. Adieu le rôle d'agilité, c'est de faire des itérations avec de l'incrémentation. La méthode agile, elle a jette. C'est une réaction contre les méthodes lourdes des années 80, surtout celles de en cascade. Et en cascade, on parle de trop de documentation, processus rigide, très long, beaucoup de problèmes. La méthode agile a pour objectif de donner la priorité au code fonctionnel, à obtenir une application qui contient un code fonctionnel. La bridge, ça se voit. Code fonctionnel. Développement itératif, incrément par incrément. Livraison rapide, avec un MVP, pas un prototype, pas de interface. Et adaptation aux besoins. Ça veut dire au fur et à mesure que tu livres les incréments, on peut y avoir du retour du client. Et ça, c'est très important. Et ça nous permet de réduire largement les frais liés à la documentation et aussi on peut répondre vite au changement du client. Cette agilité a été née dans
années 2001, suite à un mouvement de quelqu'un qui s'appelle Kent Beck Schneiderlin. Il a rassemblé 17 experts de différentes méthodologies de développement. Je ne m'assois pas cela. Et leur poser une question. Comment vous avez réussi à les projets que vous avez développés? Donc, ils essaient de partager leur expérience. Oui, ils ont regroupé l'ensemble de ces bonnes pratiques dans ce qu'on appelle Manifesto Agile. C'est un document qui contient la liste de l'ensemble des bonnes pratiques pour réussir un produit logiciel, ou bien pour réussir le développement d'un produit logiciel. Et ce manifeste, première chose, c'est l'implication des clients. C'est connu pour réussir votre projet. Vous devez avoir une implication des clients dès le départ. Et que le client a dès les premières phases. Livraison incrémentale. Chaque fois, on vous donne un incrément, quelque chose de plus, une nouvelle fonctionnalité. Personne, pas processus. C'est les personnes qui veulent gérer leur travail. Ce n'est pas le processus qui va fixer la méthode. Ce n'est pas le processus qui va fixer les étapes. Non. Sinon, en tant que personne, on doit fixer ce qu'on va faire. Et accepter les changements, faire avec les changements, mais refuser les changements. Mais il faut qu'on s'adapte à ces changements. Et finalement, vous devez maintenir la simplicité. Une application simple, fonctionnelle, pas trop de construction. Et si je veux développer la même application vidéo streaming avec Agile, je commence tout d'abord par quoi? Par la première itération. Je ne bravo le client. Une application pour regarder les vidéos. Donc je vais lui donner une application pour regarder les vidéos. Tout simple. Ça c'est l'objectif de la première itération. Une application qui va lui permettre de regarder des vidéos. Je peux la livrer, j'aurai un feedback. Oui, elle l'accepte, mais je veux avoir la vidéo en plein écran. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer un nouveau incrément. Qu'est-ce qu'il va contenir? Incrément 2, qu'est-ce qu'il va contenir? Je n'aurai des idées, je vais nous la dire. Ouais? Est-ce que une nouvelle fonctionnalité? Plein écran, chez les bras. En fonction de feedback. J'ajoute le plein écran avec des pauses, rapides, etc. Il me demande, excellent, ça marche, mais je peux y avoir des playlists avec reprendre là, on s'était arrêté. Donc qu'est-ce que je vais lui livrer par la suite? Un autre incrément qui contient les vidéos, plein écran, pause, play, avance rapide, mais avec une gestion de playlist. D'accord? Ainsi de suite. Oui, je voudrais que l'application soit responsive. C'est bon, je vais livrer une application dans laquelle il peut regarder des vidéos, faire des pleins écrans, faire des pauses, gérer les playlists et qui aussi soit responsive avec l'écran de la machine, mobile, le smartphone, tablette, écran. Donc là, c'est un exemple. Je fais avec, j'accepte les changements des clients. D'accord? Tout à fait raison. Et pour cela, nous avons un framework qui va nous aider à appliquer de l'agilité. Il y a des frameworks qui sont pour bien appliquer l'agilité. Quand il est bien, après,
يبقى في اجتهاد. كنت بسألك ديك البارتي كيزيد ليك البارتي. Exactement. Mais c'est ce qu'on voulait dire. On a une méthodologie qui permet de gérer les changements. Nier les changements, mais accepter et gérer les changements. Il y a beaucoup de frameworks. Et parmi ces frameworks, on peut parler des frameworks Scrum. Framework Scrum, c'est un framework qui permet de gérer les changements et développer une application avec l'ensemble des règles que nous avons vues actuellement. La tendance est que tout le monde développe des applications et parfois des applications en interne permet de favoriser l'applicabilité de cette méthode. Mais quand même, l'agilité, c'est un peu difficile de l'appliquer dans les grands projets. Ça aide à scaler vers les très grands systèmes parce que comme approche, c'est avec l'aller-retour vers le client. Exactement, oui. Là, c'est la même chose. En définissant l'ensemble des fonctionnalités, chaque fonctionnalité, il faut qu'on estime la charge, et cette charge est égale à un nombre d'hommes par heure qui va travailler sur le projet, ça nous permet d'estimer le budget. Et les changements, chaque fois qu'on fait un changement, c'est un travail qu'on va effectuer, ça diminue la charge, ça diminue le coût, le budget et le délai. Tout il est comptable. Parce que tu dois gérer le volume, faire face au changement, accepter les changements. Tu dois gérer les changements avec le budget, avec le délai. C'est généralement, là, on va voir comment on peut gérer un projet avec la méthode Scrum la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc si vous n'avez pas de questions, oui. Bon, ce cours, je me suis basé sur deux références principalement. Ce livre sur le software engineering, vous le connaissez, vous l'avez vu comme la première séance. Et là, surtout, il y a un chapitre sur les processus de développement. J'ai déjà partagé avec vous un autre chapitre sur le modèle. Là, vous allez voir qu'il y a plus que les méthodes d'évolution qu'on avait. Les modèles, il y en a d'autres. Vous pouvez les voir, surtout les figures différentes, pour améliorer votre connaissance dans les processus de développement. Et aussi un cours sur le Open Classroom. Ça, c'est intéressant à le voir aussi. Je vais arrêter. Hop.